les clients sont quand même les premiers concernés, puisqu'il s'agit de leurs données et des données de leurs clients. Alors oui, c'est le bazar réglementaire. Alors Société Générale, nous sommes une banque, donc on est en plus gouverné, régulé par des acteurs supplémentaires, que ce soit les autorités bancaires françaises, les autorités européennes qui réfléchissent au sujet. Et encore une fois, je pense que c'est pas du tout les Américains contre les Européens ou qui que ce soit, c'est juste, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut protéger les données à caractère personnel des entreprises et des citoyens, c'est tout. Ici en Europe aussi, on a des soucis sur la façon dont certains gouvernements pratiquent leurs méthodes de surveillance. Excuse-moi, juste une seconde. Oui, je crois qu'on aura le problème dans un verre d'eau. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est que si on dit qu'on n'est pas d'accord que nos données sont utilisées pour d'autres raisons, c'est assez binaire. On dit oui ou on dit non. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est comme si on lâche le data, c'est un oiseau, et on ne sait pas du tout où ça va voler après. On est tous des techniciens, des informaticiens, des juristes, et on est en train de parler de nos libertés. Est-ce que c'est à vous de décider finalement de quels sont les droits que vous allez nous laisser? Le débat de confiance, parce que c'est un peu un débat de confiance qu'on a, il est multiplié par, je sais pas, j'allais dire l'infini vis-à-vis de nos vrais clients. Chaque citoyen va avoir une vision différente de comment ces données pourront être utilisées. Certains voudront être suivis tout le temps, pour pouvoir, j'en sais rien, avoir un discount quand ils rentrent dans un magasin, et d'autres se protégeront beaucoup plus. Le point, il n'est pas obligatoirement de là où je mets le curseur, c'est que au moment où un individu met le curseur, il doit être sûr que ça ne va pas bouger. On ne pourra jamais résoudre le problème tant qu'on n'aura pas réconcilié les principes, parce qu'on utilise les mêmes mots, mais avec des contenus complètement différents. Voilà. Merci à tous les intervenants. Donc, si on se dit non, on n'y arrive pas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça descend, la législation descend d'un cran, ou de plusieurs crans. Ça veut dire qu'il va d'abord y avoir les États qui vont dire on va se protéger nous-mêmes. Et là, l'ANSSI fait un travail remarquable pour protéger les actifs nationaux, au sens large. Et puis, on va aussi aller au niveau des entreprises, qui vont dire la réglementation, telle qu'elle est au niveau européen, moi ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'avoir plus de sécurité, j'ai besoin d'être sûr que quand je vais faire confiance à quelqu'un, il respecte un certain nombre de règles. Et comment je vais en être sûr? Grâce par exemple à des certifications. Alors là-dessus, dans ces certifications, il y avait aussi des ISO 27 et autres. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, nous, on est obligé de se certifier, et la certification ou acquérir un label, c'est une démarche qui peut être lourde. Pourquoi on n'oblige pas non plus ceux qui veulent travailler sur le territoire européen à passer une vraie certification, un vrai label? Pourquoi c'est juste une signature sur un papier en disant ça y est, c'est bon, je peux travailler correctement? Il y a quand même des choses, à un moment ou à un autre, on se dit ça ne marche pas, on ne voit pas comment ça va avancer. Et donc, oui, chez Udrive, depuis 2-3 ans, et même plutôt depuis 4-5 ans, on passe certification sur certification. On essaye nous-mêmes de pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour protéger les données de nos clients. C'est lourd. Heureusement, l'ANSSI va arriver avec une certification qui, je pense,
ne fera plus débat. Son homologue allemand aussi. Donc là, ça peut être un autre point, c'est de dire, bah tiens, il y a déjà 2 États qui commencent à se dire qu'il y a un vrai problème, ils vont essayer de mettre en place quelque chose, et peut-être que ces 2 certifications seront interopérables. Celui qui l'a en Allemagne peut travailler en France. Donc, voilà, moi je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond en Europe, et heureusement, bah, il y a des États qui prennent à bras-le-corps, et des entreprises qui prennent à bras-le-corps ce sujet, parce que les données à caractère personnel, c'est quand même un élément extrêmement important. On ne sait pas comment ces données seront utilisées dans 5 ou 10 ans. On ne sait pas quel est le business model de certaines sociétés. On ne sait pas ça. On sait juste qu'à un moment ou à un autre, ces données peuvent ressortir. Pourquoi? C'est pas normal. Donc, on se protège. Donc oui, pour WooDrive, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet en interne et c'est un vrai sujet de discussion avec nos clients. Merci. Alors effectivement, Stan, tu as dit quelque chose de très important, c'est que le Safe Harbor, c'est juillet 2000. Et c'est vrai que le tournant de la surveillance de masse a été la conséquence d'un événement majeur qui, sur le plan électronique, a une conséquence qui est en septembre, hein, clairement, en septembre 2001, donc qui est postérieure au Safe Harbor. L'arrivée, comme tu l'as dit, Google, qui est né en 98, qui s'est déployé en France, en Europe en 2003, Facebook 2008, donc tout ça a été postérieur. Le Safe Harbor, c'était un autre monde dans lequel nous ne sommes plus aujourd'hui, mais il aura fallu quand même 15 ans pour invalider ce dispositif, on va dire. Et il ne faut pas oublier, on a besoin de transférer des données aux États-Unis. Mais complètement. On a besoin, on ne va pas arrêter les échanges de données entre la France, l'Europe ou les États-Unis. Donc le cadre au départ, il était nécessaire. Sauf que, comme il n'y a aucune contrainte, il a été à un moment ou à un autre mal utilisé. Mais c'est la faute des Européens. Bien sûr. On avait qu'à taper du poing sur la table et dire maintenant stop, on va mettre en place très rapidement un deuxième cadre, et puis c'est réglé. Sauf que comme on est incapable de s'entendre, et que, on peut dire aussi que chacun marche pour sa paroisse, et donc il y a un lobbying très très fort en Europe pour faire en sorte que ça ne change pas. Même si, encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très contentes, beaucoup d'entreprises américaines, qui font du très bon business en France ou en Europe, qui ont la localisation des données en France ou dans d'autres pays, et qui respectent tout à fait la gestion des données à caractère personnel. Alors, Adam Levin, tu es donc Chief Commercial Officer de Data4, hein, qui a été créé en 2006. La plus difficile, et à nos intervenants. Oui. Ah, merci. Si vous pouvez donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et vos coordonnées bancaires. Bonjour, Martine Frerbeau du groupe La Poste. Je voudrais simplement mettre un nom sur ce fameux sujet dont vous parlez depuis à peu près une demi-heure. Femme courageuse. Non, mais c'est bien sûr, c'est un vrai
Là où je pense que vous avez raison, c'est que donc, on est sur l'explication. Chaque entreprise qui vend une solution devrait mettre clairement, exactement, comment il va utiliser ces données. Le point est là. Parce que et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que plus il y aura de confiance, plus le marché se développera. C'est le manque de confiance qui fait qu'à un moment ou à un autre, les gens ont peur d'utiliser certaines solutions. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est juste de dire, ok, j'explique clairement, et pas... Olivier avait fait un très bon travail sur les CGU d'Amazon. 600 pages, tu t'es arrêté à 600. Bon. Donc, il y a un moment où on ne va pas demander à chaque personne de lire les 600 pages. Donc, c'est juste de dire, ok, voilà exactement ce que je vais faire avec ce que vous allez me confier, point final. Le jour où on a ça de manière très explicite, je pense que tout le monde aura confiance et que le marché développera encore plus. Et de nouveau, c'est ce que le règlement prévoit. Donc vous parliez du consentement explicite. Donc maintenant, le nouveau règlement, effectivement, prévoit que c'est un consentement qui sera explicite et qu'on sera beaucoup plus clair dans ce qu'on dit. Donc, je suis d'accord avec vous sur ce sont des droits fondamentaux. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et on ne le fait pas. Même si vous pensez que certains... mais le règlement va nous amener des solutions à tout cela. La raison pour laquelle moi j'ai soulevé les 4 garanties essentielles, c'est justement parce que le groupe 29 a publié ces garanties-là pour dire, voilà, si on veut faire de la surveillance, voilà les garanties essentielles auxquelles elles doivent adhérer. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça s'applique. Et donc moi je lance un appel au groupe 29 et à la Commission européenne de maintenant faire une évaluation. Parce que comment on a dit, le flux des données est important. Sur ça on est d'accord. Mais on est sur un problème où quelle mesure de surveillance est bon, lequel est mauvais, on est dans une incertitude totale. Donc il faut faire une évaluation. Une fois qu'on aura fait une évaluation, on pourra avoir un débat et une discussion au niveau un peu plus européen et international sur quelles sont les mesures qui sont maintenant OK. Et alors on pourra avancer. Mais là pour l'instant, on est dans c'est peut-être un petit mot, quelques secondes de Xavier qui veut réagir, et après vous, monsieur. C'était juste effectivement le point de la contrainte de l'évaluation, et c'est ça qui a fonctionné dans le domaine bancaire, c'est-à-dire qu'on a un régulateur qui rigole pas, qui vient voir ce qu'on fait, qui nous impose des sanctions qui peuvent être des suspensions de licence, donc c'est arrêter le métier pour nous, et ça c'est fondamental. Voilà, c'est pour ça que je dis à Xavier qu'on a créé Clatevance avec un tiers certificateur indépendant qui audite tous les ans et qui vérifie l'offre. Voilà. Excusez-moi, je veux juste justifier. Il y a des certifications typo, il y en a des très bonnes. Ah, merci. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple pour nous, se cacher derrière une certification vis-à-vis de nos clients ne sera jamais suffisant. Oui, bien sûr. Excusez-nous, monsieur, ce qu'on vous a fait attendre. Donc, si vous pouvez vous présenter quand même. Bonjour, c'est Stéphane Newbank, consultant, récemment converti au cloud computing. Ne pensez-vous pas, au vu de ce que nous avons entendu, que le Privacy Shield va être rapidement cassé par Max Schrems et qu'en fait, quelque part, le débat d'aujourd'hui est un peu suranné? Alors, personne ne prendra cette décision à cette table, je crois. C'est difficile à dire. Hein. Vous avez vu que on dirait que l'avancée majeure, parce qu'il faut être positif, et c'est la création de ce médiateur, cet ombudsman,
ça a été rappelé par Max tout à l'heure, qui va être saisi par les autorités de contrôle des États sur donc, plainte d'un citoyen européen et qui va s'adresser à ce médiateur. Alors on peut effectivement avoir une vision aussi pessimiste puisque c'est un médiateur qui est sous le contrôle américain, évidemment. Et les ombudsman, moi je les ai pratiqués par exemple à l'ICANN, tout ce qui est, la gouvernance par excellence de l'Internet, et c'était pas très très concluant. Maintenant ça répond quand même, il faut le dire, aux critiques essentielles qui ont abouti à la sanction de la CJUE, c'est-à-dire qu'il y a une voie qui est donnée. Donc personne ne peut dire maintenant ce dont nous sommes persuadés, c'est que le sens de l'histoire, c'est que les acteurs se mettent en droit local pour leurs clients locaux, qu'ils respectent leurs engagements et que la réglementation sanctionne, qu'il y ait des mécanismes de contrôle, peut-être les certifications. C'est ça la réalité, c'est ça le problème. C'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Parce qu'effectivement, je crois que le tableau qui a été montré par PAC tout à l'heure, CXP, on a vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont extra-européens, ils sont sur le marché, ils servent des Européens, et il faut qu'ils acceptent d'être en droit local. Et juste, merci pour ça. Je pense un élément important aussi du Privacy Shield, c'est qu'il y aura une révision annuelle. Et cette révision annuelle permettra justement à la Commission européenne de décider si oui ou non nos amis américains respectent les engagements du Privacy Shield. S'il y a un changement de gouvernement aux États-Unis, tout cela est possible. Mais donc, il y a maintenant cette révision annuelle. Et cette révision annuelle, si vous posez la question, est-ce que le texte est parfait? Je pense qu'il n'y a personne qui va vous répondre oui. Le commissaire européen Ansip a parlé d'avoir quelque chose de bulletproof. C'est la responsabilité de la Commission européenne, parce que c'est elle qui va devoir se présenter devant la Cour et défendre le Privacy Shield. Donc c'est pour ça qu'ils ont quand même mis beaucoup de travail dedans pour arriver à ce qu'ils ont maintenant. Et on a cette révision annuelle. Donc si dans un an, on se rend compte qu'il y a des améliorations qui doivent être faites, on pourra avoir à ce moment-là le débat. Une question encore, ou un échange, ou une observation, pas forcément une question. Alors là, je pense que ça va décoiffer. Donald. La pause dans 10 minutes. Donc profitons-en pour les questions-réponses. D'accord. J'avais juste quelque chose. Donald, peut-être te représenter pour ceux qui n'étaient pas là quand tu t'es... Ah oui, je suis de North Carolina, donc j'étais présenté tout à l'heure. Effectivement, je pense que le remarque de monsieur est tout à fait intéressant quand même. Je ne pense pas que le table ronde est surréel. Mais en revanche, je garderai bien à l'esprit, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté avec Max, je pense qu'il y a au moins une chance sur deux que Privacy Shield va être invalidé par la Cour européenne de justice. Au moins. Et pourquoi? Parce que si vous lisez l'arrêté de la Cour européenne de justice, que j'ai lu en détail, et surtout Max qui a analysé tout ça, parce que c'est lui l'avocat, pas moi, mais c'est fondé sur les principes, c'est fondé sur les droits de l'homme. On n'est pas dans un truc où on peut négocier un compromis bruxellois qui cache la moitié des choses, etc. On est dans le juridique pur, on est dans le juridique constitutionnel. Le tribunal a fondé sa décision sur la charte des droits de l'homme. Donc, dans ce contexte-là, je pense que ça va être extrêmement difficile de faire passer Privacy Shield. Bon, on verra bien. Il n'y a pas de certitude. Une autre question. Je pose la question à nos amis experts. Qu'est-ce qui se passe si c'est invalidé? Pardon? Si le Privacy Shield est invalidé. La même chose qu'aujourd'hui. Surtout dans une situation un peu intermédiaire. La même chose qu'aujourd'hui.
Je ne sais pas si Nicolas veut répondre, peut-être. Cette question, je peux le faire, mais je pense que c'est plutôt à vous de... Bon, la première chose, c'est que je recommande à tout le monde de lire le rapport du German Marshall Fund. Voilà la question, elle est pas mal, je trouve. Comment concilier Data Center en Europe avec des opérations globales worldwide. Vous avez peut-être une réponse, Adam, aussi ouais. Est-ce que la question est sur... bon, déjà, je pense que le GDPR, les règles sont très claires sur comment on peut transférer les données. Donc, le transfert des données est autorisé moyennant certains outils. Donc, concilier... Qui n'ont pas fondamentalement changé. Donc, concilier, pour moi, il n'y a pas besoin de concilier parce que le règlement l'accepte. La situation est différente si on commence à forcer la localisation des données dans un certain pays. Et je vais vous donner un exemple. C'est, par exemple, donc, IBM, nous avons décidé qu'on allait ouvrir notre centre mondial dans tout ce qui est le Internet of Things ici en Europe. Et on va travailler avec des PME. Avec des PME pour aider les PME, les startups à développer des solutions Internet of Things. Qu'est-ce qu'ils veulent ces sociétés? C'est de pouvoir exporter. Si on commence maintenant à forcer la localisation des données en Europe et que donc le flux des données n'est pas possible, ces PME ne pourront pas exporter. Pour une société comme IBM, qui a des employés partout dans le monde, on trouvera des solutions. Une PME n'a pas les ressources d'aller ouvrir des boîtes dans chaque pays dans lequel elle va opérer. L'Internet et le flux des données est donc primordial pour ces sociétés, pour ces PME. Et donc, pour moi, il n'y a pas nécessairement besoin de conciliation parce que les règles européennes sont très claires de quand on peut transférer. Pour moi, le point devient plus inquiétant quand on parle vraiment de forcer la localisation des données en Europe. Et c'est là, de nouveau, ça devrait être au client de décider où il veut avoir ses données et ce n'est pas au gouvernement de décider où les données devraient se stocker. Alors le mot de la fin, un mot de conclusion, Adam Levin, Data 4, et ensuite Stan, Groupe Drive. Oui. En conclusion sur cette question, on se donne en général. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a été très sagement de ne pas parler de Brexit, donc let's talk about Brexit, baby. T'as peut-être un pronostic pour ce soir, non? Comment? Un pronostic pour ce soir. Ah, bon, pronostic de cœur ou de tête? De tête, 1-0 les Allemands, de cœur, 4-1 pour la France. J'ai passé 12 ans ici quand même. Donc, je crois que ouais, j'aimerais bien adresser le Brexit parce que j'ai lu dans les journaux ce matin le discours de M. Valls d'hier, où il essaie d'attirer les institutions financières, financial services, en France, surtout, avec un certain Schadenfreude. Voilà, on mélange bien le français et l'allemand encore. Et je crois que c'est probablement le seul secteur qui va être vraiment impacté par le Brexit dans le monde informatique. Je pense qu'on va voir un alignement assez proche entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Et je pense que, encore une fois, pour moi, les principes de l'Internet à l'origine, c'était le free movement of information. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est antinomique et antithétique à ces principes. Et on doit trouver des solutions de not over-regulate, mais de traiter les problèmes de base, de fond. C'était, revenir au point de Madame tout à l'heure, c'est de stopper les abus de traitement de données une fois qu'on nous a quittés. Stan, le mot de la fin. Je ne sais pas si j'ai un mot de la fin. Non, c'est vrai que c'est un débat qui est loin de se terminer. Quand on voit qu'il y a peut-être plus de 50% de risque que le Privacy Shield soit invalidé, on se dit quand même, on est en train de travailler depuis des mois sur une loi qui peut déjà on se dit qu'elle va pouvoir être invalidée. Il y a quand même quelque chose peut-être à changer et faire en sorte que pour une fois, on s'accorde sur une régulation qui génère de la confiance et qui reste pendant de nombreuses années, même si c'est bien aussi qu'elle soit revue annuellement. Merci. Je veux dire simplement, peut-être moi, j'ai joué un rôle de modérateur, je peux pas donner d'avis, mais je crois que ce qui a été dit, le plus important, c'est que Madame qui a dit tout à l'heure, vous dites ces questions de vie privée de données sont des droits fondamentaux. C'est la conception européenne. C'est pas la conception américaine, la privacy, pour laquelle c'est un droit de propriété. On peut vendre, on peut négocier, etc. Et j'ai assisté récemment
à une conférence du président de Gemato, qui est à la retraite prochainement, et il avait ce rôle concluant en disant deuxième question, Orange Cires, pour gagner un véhicule à moteur Mercedes,